Bonjour à tous, merci de nous retrouver à l'heure. Tous les mardis sur French Morning, on vous donne rendez-vous avec des experts. Aujourd'hui, on a un très beau panel d'experts. Je vais vous les présenter tout de suite. Je vais juste vous rappeler un petit peu qui on est. French Morning Media Group, c'est le média pour les Français aux États-Unis, Canada, Angleterre. Je vous invite à nous suivre si vous nous découvrez aujourd'hui. Alors, la promesse de ce webinaire, les clés de la réussite pour implanter et développer son entreprise aux États-Unis. Comme je disais, on a 3 experts. Isabelle Marcus, qui est déjà venue intervenir concernant l'immigration aux États-Unis à multiples reprises sur French Morning. Elle est la CEO de Columbus Consulting Group, qui est une société en conseil mobilité cross-border vers les États-Unis. Elle a une expertise en business et immigration américaine et ça fait maintenant 16 ans qu'elle accompagne les entrepreneurs et dirigeants de multinationales dans leur stratégie d'implantation aux États-Unis. Elle est accompagnée de Clara Bernier, qui est la Managing Director de Columbus Consulting, diplômée à la fois aux États-Unis et en France, avec le barreau de New York. On a aussi Daniel, qui est notre invité spécial aujourd'hui, Daniel Msalag. Il est le CEO d'Evalua Group, COO d'Evalua Group et cofondateur CEO d'Evalua Inc., un serial entrepreneur. Il a bâti des entreprises tech prospères en Europe et en Amérique du Nord. Et il a eu une bonne expérience, même longue expérience, dans la scalabilité d'entreprise, du positionnement en tant que leader mondial de ces entreprises. Donc, vous êtes, comme d'habitude, une petite centaine à avoir pris votre billet aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, on fait une petite présentation pour essayer de répondre aux questions les plus générales. Et puis, à la fin, on prend toutes vos questions en direct. Donc, comme d'hab, si vous êtes sur Zoom, vous levez la main. Si vous levez la main, je le vois, je vous donne la main. Et puis, vous en faites pas. La webcam ne va pas s'activer. On aura juste votre voix. Et vous pourrez poser toutes vos questions en toute discrétion. Pour les plus timides, comme d'habitude, vous posez vos questions dans le Q&A. Q&A si votre Zoom est en anglais, ça se trouve juste en bas. Et puis pour les gens qui nous suivent sur LinkedIn, posez vos questions sur LinkedIn, je les vois et je les poserai tout de suite à nos experts. Parfait. Donc, je vais passer la main à Isabelle qui va nous parler un petit peu du programme de cette session d'aujourd'hui. Très bien, merci Romain et enchantée de vous avoir avec nous aujourd'hui. Donc, le thème, comme l'a indiqué Romain, ce sont les clés de la réussite pour implanter et développer votre entreprise aux États-Unis. Eh bien, ces clés de la réussite démarrent avec un outil indispensable que sont les visas pour venir travailler aux États-Unis et développer votre entreprise. Donc, je vais vous donner déjà un petit ensemble, une vue d'ensemble sur ces différentes options en termes de visa. Le visa, une fois encore, est un outil qui va vous accompagner tout du long de la vie de votre entreprise aux États-Unis. Donc, avec des solutions court terme, moyen terme et long terme également. Donc, nous allons commencer par un rapide exposé. Court terme, eh bien, en tant que ressortissant français, vous pouvez bénéficier de l'ESTA, c'est-à-dire un formulaire électronique que vous allez remplir online et qui va vous permettre de venir aux États-Unis sans visa. Donc, c'est ce que l'on appelle communément un waiver de visa qui vous permettra de rester jusqu'à 90 jours. À l'occasion de cet ESTA, eh bien, vous pouvez également faire de la visite business, participer à des meetings. Si l'ESTA s'avère insuffisant, c'est-à-dire que vous avez besoin de vous rendre chaque mois aux États-Unis pour des visites fréquentes ou de rester au-delà des 90 jours autorisés dans le cadre de l'ESTA, eh bien, une autre solution court terme de transition, c'est le visa B1 Business qui va vous permettre également de faire de la prospection, voire même négocier et signer des contrats. Si vous deviez penser à ouvrir une filiale de votre société ou créer votre société, ça va vous permettre également de signer un bail de bureau, voire même de faire passer des entretiens pour un potentiel recrutement et une fois encore négocier des contrats. Attention, le B1 a ses limites et ne va pas vous permettre d'obtenir un numéro de sécurité sociale ni de percevoir une rémunération aux États-Unis. Ça reste dans le cadre de votre travail en France que vous allez accomplir une mission temporaire business
aux États-Unis. Donc, cela peut s'avérer aussi rapidement limité pour vos besoins aux États-Unis, ce qui va nous amener aux visas à moyen terme, les visas professionnels, les visas de travail. Dans ces différentes catégories, eh bien, nous avons le visa E, qui est un outil très usité, le E2 investisseur, dont vous avez certainement déjà entendu parler, le E1, qui est une sous-catégorie du visa E, qui est plutôt dans le cadre d'échanges commerciaux entre la France et les États-Unis. Le visa E, je vais revenir dans les détails dans le slide suivant parce que c'est un visa, une fois encore, qui est très, très usuel. Nous avons également le visa L, intra-transféré, quand on est employé par une société du groupe à l'étranger pendant au moins 1 an et que l'on est muté, que l'on est transféré aux États-Unis. C'est soit le cadre du visa L1A, intra-transféré en position managériale ou exécutive, ou L1B, Specialized Knowledge. Également, une autre catégorie dont vous avez également certainement entendu parler, qui est le visa E, pour des individus avec des compétences extraordinaires. Donc, pas forcément besoin d'avoir eu le prix Nobel, mais également, nous allons revenir sur les détails de ce visa juste après. Et pour finir, le visa H1B de travailleurs spécialisés, Specialty Occupation, qui est connu parce qu'il dépend d'une loterie électronique. Voilà, je reviendrai également sur ce détail juste après. Ensuite, les visas long terme, voilà, donc nous sommes partis sur du court terme. Le court terme peut être insuffisant ou un visa de transition qui nous amène à des visas professionnels qui vont vous permettre de travailler aux États-Unis, de gagner une rémunération. Et des fois, vous vous dites, tiens, finalement, tout se passe au mieux pour moi, mon entreprise aux États-Unis, j'ai envie d'envisager de rester sur du long terme. Et bien là, ce seront les possibilités, les options de carte verte, Immigrant Petition, Immigrant Visa. Donc, les visas de travail sont des non-immigrant visas. Les cartes vertes, c'est ce que l'on appelle communément aussi des visas immigrants. Donc, nous avons plusieurs sous-catégories. Donc, voilà, je suis désolée, je rentre dans les chiffres et les lettres. Nous avons la catégorie EB1A pour des individus ou des entrepreneurs avec des compétences extraordinaires. L'avantage de cette carte verte, c'est qu'on peut se self-petition, on peut s'auto-pétitionner, on ne dépend pas d'un employeur. Nous avons également la catégorie EB1C pour des managers qui ont déjà travaillé pour une des entités du groupe à l'étranger, voilà, qui sont des cadres dans des multinationales exécutifs. Souvent, ce sont des gens qui déjà ont obtenu un visa L1A. Voilà, mais on peut aussi partir d'un visa E si on avait travaillé déjà pendant au moins 1 an à l'étranger avant de venir aux États-Unis. Eh bien, on peut aussi passer d'un visa E à une carte verte EB1C. Et enfin, on a une catégorie aussi assez classique, EB2, EB3, qui est très usitée pour les employés, souvent de sociétés aux États-Unis. Et là, le candidat doit montrer qu'il possède l'équivalent d'un US Master's Degree ou d'un Bachelor's Degree plus 5 ans d'expérience. Et une dernière catégorie, c'est également le National Interest Waiver, qui peut aussi s'auto-pétitionner. Donc ça, c'est quand on travaille dans un domaine qui est dans l'intérêt de la nation, par exemple la cybersécurité. Et c'est souvent le cas quand on est dans la recherche, voilà, où on pourra plus aisément rentrer dans le cadre de ces critères. À chaque visa, en fait, va correspondre des cases. C'est comme il faut jouer le jeu, il faut à chaque fois rentrer dans les cases bien précises de chaque catégorie de visa, et c'est là évidemment qu'il est important d'être assisté et guidé dans le cadre de ces différentes demandes de visa. On va passer sans plus tarder au slide suivant. Voilà, donc là, ce slide, c'est surtout focalisé sur le fameux visa E dont vous avez certainement dû entendre parler. Donc, c'est quand vous allez investir dans une société américaine. Donc, soit vous êtes un entrepreneur, vous créez votre société aux États-Unis, ou vous êtes le CEO d'une société en France et vous allez créer la filiale de la dite société aux États-Unis. Pour entrer dans les cases de ce visa E, eh bien, il faut répondre à plusieurs critères, en effet, d'éligibilité. Au moins 50% de la société américaine doit être détenue par des actionnaires français. Donc, soit une maison mère française qui elle-même est au moins à 50% française, c'est-à-dire détenue par des fonds français ou des individus français, ou alors par un individu ou des individus français. Il faut également un investissement dit
substantiel. Qu'est-ce que l'on veut dire par ce terme de substantiel? Eh bien, proportionnel par rapport à l'activité de la compagnie. Cet investissement doit couvrir à peu près 1 an d'opération. Pour une société de services, il s'agira d'investir au moins 150 000 $ et pour une société dans un retail, eh bien plutôt dans les 200-250 000 $ parce que le bail commercial sera bien entendu plus élevé. Donc, pour récapituler, il faut au moins 50% d'actionnariat français, un investissement dit substantiel et également, très important, il faut que le bénéficiaire du visa ait la même nationalité que l'actionnaire majoritaire de la société américaine. Donc, si on prend le cadre, dans le cadre de la convention entre la France et les États-Unis, eh bien, il faut que la société américaine soit détenue au moins 50% par une entité française ou des individus français et que le bénéficiaire du visa soit lui-même de nationalité française parce qu'on se trouve dans le cadre de la convention entre la France et les États-Unis. Il faut aussi penser qu'il ne s'agit pas juste de déposer l'argent sur le compte en banque de la société américaine, il faut également le dépenser. Le dépenser avec des dépenses dites pertinentes, c'est-à-dire bail du bureau. Et je sais que ça peut sembler surprenant, surtout post-Covid ou Covid, où les habitudes de travail ont quelque peu changé, mais vis-à-vis de l'immigration, ce critère est toujours demandé d'avoir un bail de bureau physique. Qui peut accueillir non seulement les employés américains, mais également vous qui allez venir ou vos employés français qui vont également bénéficier de ce visa E. Il faut également avoir déjà recruté le premier employé américain, donc qui est soit US citizen ou qui soit détenteur d'une carte verte. Ça peut être un Français qui détient une carte verte. Ce point est très important. Ça peut être extrêmement surprenant de se dire, mais attendez, je ne suis même pas encore arrivée aux États-Unis qu'on me demande déjà d'avoir recruté cet employé américain, mais c'est toujours pareil, l'officier veut cocher ses cases, ils veulent voir que votre venue est bénéfique à l'économie américaine à tout point de vue, tant au point de vue de l'investissement qui va venir de France, que le recrutement d'employés américains. Donc ça, c'est un point très important. C'est quelque chose que vous pourrez réaliser soit en venant avec un ESTA ou soit avec l'aide d'un visa B1 qui vous permettra de rester un petit peu plus longtemps pour procéder à ce premier recrutement. L'entreprise aussi doit être le plus réel et opérationnel. C'est-à-dire qu'en fait, votre focus doit être la création et la mise en place de cette structure américaine. Et sitôt qu'elle est opérationnelle, soit parce qu'elle a aussi déjà des premières lettres d'intention chiffrées de clients, ou alors des clients en France que vous allez transférés aux États-Unis, eh bien, plus c'est factuel, plus nous avons des éléments concrets et plus vous obtiendrez facilement le visa E. C'est-à-dire qu'on ne démarre pas par le visa E pour créer l'entreprise, c'est l'inverse, aussi surprenant que cela puisse sembler. C'est je monte ma société, je la rends la plus réelle et opérationnelle possible et le visa E suivra parce que nous baserons le dossier, la demande de visa E sur des éléments extrêmement concrets. Pour le visa E1, eh bien, on doit montrer qu'il y a des échanges commerciaux substantiels entre la France et les États-Unis. Et là, on va se focaliser sur le nombre, la fréquence d'échanges commerciaux chaque mois et la valeur marchande. La durée obtenue ou demandée plutôt pour ce visa E est de 25 mois et le conjoint pourra bien entendu travailler. Voilà, nous allons passer des questions plutôt précises sur choisir votre visa quand vous êtes un entrepreneur. Clara, je crois qu'on peut passer au slide suivant. Voilà, merci. Donc, si vous êtes entrepreneur ou founder d'une entreprise, quelle est la meilleure option de visa pour vous? Eh bien, souvent, on a cette question récurrente. Est-ce que je dois demander un visa E ou un visa L? Alors, quand il s'agit d'une société nouvellement créée ou qui a moins d'1 an d'opération, eh bien, le visa E est une option souvent que l'on recommande sur l'option plutôt du visa L. En effet, le visa E, eh bien, vous allez rentrer c'est une demande qui se fait auprès du consulat versus le visa L qui va se faire auprès de l'autorité d'immigration américaine. Le personnel à Paris est complètement bilingue, donc il n'y a pas à traduire aucun document. Pour le visa L, eh bien, c'est un dossier assez énorme. Autant le visa E, ils sont dans l'esprit où vous investissez de l'argent, vous venez créer de l'emploi, donc c'est plutôt bénéfique pour l'économie américaine.
autant le visa L, ils sont dans l'esprit où c'est un foreign employee qui vient prendre la place d'un Américain. Donc, du coup, il va falloir prouver beaucoup plus de choses. Si on vous fait un visa L1A intra-transféré manager, eh bien, il faudra prouver que vous dirigez toute une équipe de professionnels, donner les CV des gens en question. Il faut prouver aussi la relation corporate entre l'entité pour laquelle vous travaillez à l'étranger et l'entité aux États-Unis vers laquelle vous allez être muté. Il faudra aussi traduire les comptes de résultats de la société française, traduire vos 12 fiches de paye, montrer aussi en quoi vous avez un savoir-faire propriétaire à la compagnie en France. Donc, l'EL est un assez gros dossier et quand il s'agit d'une société qui a moins d'1 an d'opération aux États-Unis, eh bien, vous n'obtiendrez le visa L que pour 1 an. Ce qui signifie qu'au bout de 6 mois, eh bien, rebelote, il va falloir remonter ce dossier, repayer les frais aussi, tous les frais intégralement de l'USCIS, les services fees. Donc, c'est assez coûteux versus le visa E où vous n'aurez à payer que les frais du consulat et à l'occasion du Master e-Visa, on qualifie la société et on peut faire aussi venir des employés, du moment qu'ils qualifient bien évidemment, avec des applications additionnelles, ce qui sera moins coûteux. Le visa L tient vraiment à la personne et à ses qualifications. Donc souvent, pour conclure, quand il s'agit d'une société qui a moins d'1 an d'opération aux États-Unis et que vous allez faire venir un ressortissant français, eh bien, c'est vrai qu'on aurait tendance à conseiller le visa E si, bien évidemment, on rentre dans les cases d'éligibilité que nous avons vues précédemment. L'autre question que nous avons aussi pour des entrepreneurs reconnus, eh bien, c'est est-ce que je devrais avoir un visa E, sachant que je qualifie potentiellement aussi pour un visa O1. J'ai des articles de presse sur moi, j'ai fait une levée de fonds substantielle, je pense que je peux qualifier pour un visa O. Eh bien, c'est pareil. Le visa O, il faut avoir un sponsor, un employeur aux États-Unis. On ne peut pas s'auto-sponsoriser. Et la difficulté quand vous êtes vous-même entrepreneur et que vous allez aux États-Unis, c'est que vous allez détenir souvent au moins 10% des parts de la société américaine, si ce n'est plus. Et dans ce cas-là, comme on doit prouver une relation employeur-employé, eh bien, ça va être très difficile à prouver de montrer que votre recrutement, firing and hiring, eh bien, ne dépend pas que de vous. Il faut montrer qu'il y a un board décisionnaire qui peut décider de votre recrutement comme de cesser l'emploi, votre emploi. Donc, c'est un petit peu plus tricky, une fois encore, entre visa E et visa O quand vous êtes l'entrepreneur. On peut aussi facilement commencer par vous faire venir par un visa E qui peut être plus facile et en cas d'acquisition ou s'il y avait une perte d'actionnariat français par la suite, eh bien vous convertir d'un visa E à un visa O une fois que vous êtes aux États-Unis. Aussi, une dernière chose à savoir, souvent on me dit « Ah, mais le visa O, c'est la voie royale vers une carte verte, EB1 Extraordinary Ability ». Donc ça, souvent, c'est quelque chose que l'on entend, mais on peut tout à fait passer d'un visa E à une Extraordinary Ability. Vous venez en tant que founder, créateur d'emplois, créateur de société. Ce n'est pas un problème de passer d'un visa O à un visa EB1 Extraordinary Ability. Vous n'êtes pas obligé de passer, encore une fois, par le visa O. Voilà, j'essaye d'être aussi concise que possible. Après, si vous avez des questions, évidemment, on pourra revenir dessus. L'autre slide, c'est cette fois pour votre employé. Donc là, nous avons vu les cas de figure si vous êtes l'entrepreneur et le founder. Que se passe-t-il si vous souhaitez faire venir un salarié aux États-Unis? Quelles sont les options de visa valables pour eux? Eh bien, pareil, visa E ou visa L. Donc, une fois qu'on a qualifié la société de Master e-Visa, vous pouvez faire venir des employés du moment qu'ils sont qualifiés, évidemment, et leur faire bénéficier d'une application additionnelle sous visa E. Il faut néanmoins respecter toujours une certaine proportion entre employés français et employés américains. C'est une fois encore, on est dans l'esprit où ils veulent voir que votre venue et la venue d'autres employés est bénéfique pour l'économie américaine. Le visa L s'applique si vous souhaitez engager ou faire venir un salarié qui n'est pas français. D'accord? Donc, dans ces cas-là, vous n'aurez pas d'autre choix, si ça fait au moins 1 an qu'il travaille pour l'entité abroad, que de le faire venir sous la coupe du visa L. L1A pour des managers exécutifs et L1B pour des specialized knowledge, plutôt de type ingénieur.
Pareil, une autre question, imaginons que vous souhaitez recruter quelqu'un qui n'est pas français ou qui n'a pas un an d'emploi auprès de la société à l'étranger. Eh bien, vous n'aurez pas d'autre option que de faire une demande de visa H-1B. Le H-1B, c'est le infamous H-1B parce qu'il dépend d'une loterie électronique qui aura lieu au mois de mars et il faut que la société et l'employé soient tirés au sort. Si c'est le cas, eh bien, on pourra continuer, soumettre l'intégralité du dossier. Il faudra encore qu'il soit approuvé et si on a été tiré au sort à la loterie, 2, le visa est approuvé, eh bien, votre employé ne pourra pas commencer à travailler pour l'entreprise américaine avant le 1er octobre qui suit. Donc, il y a certaines contraintes à ce visa H-1B et notamment le fait que la personne ne puisse pas travailler immédiatement. Et il y a aussi la notion de minimum prevailing wage, de salaire minimum que vous devrez verser à votre employé. Donc, on fait une recherche sur une database de l'immigration qui va dire pour ce niveau, si c'est l'équivalent d'un US Master's Degree ou d'un US Bachelor's Degree, eh bien, voilà à peu près le niveau de salaire et vous devrez vous en tenir par la régulation. Vous ne pourrez pas payer moins que ça cet employé. À savoir aussi que les conjoints de EEL peuvent travailler, ce qui ne sera pas le cas pour le moment pour un conjoint de visa H-1B. Voilà. Et bien, écoutez, c'était un petit condensé d'immigration. Une fois encore, on répondra à vos questions à la fin du webinaire. Et là, je vais passer la parole. J'ai le plaisir donc d'avoir comme guest speaker aujourd'hui Daniel Amzalag, qui est le cofondeur, le CEO d'Evalua Inc., le CEO du groupe Evalua, qui est extrêmement reconnu pour son succès phénoménal avec Evalua. Et donc, Daniel, pour te passer la parole, je crois que tu es passé, ça te parle, le Visa E, c'est un outil par lequel tu as dû passer, n'est-ce pas, pour venir installer Evalua aux États-Unis. Tout à fait, exactement. C'était il y a 10 ans quand on s'est posé la question d'emmener Evalua aux États-Unis. Et je dois dire que j'aurais aimé avoir la clarté des explications que tu as données aujourd'hui, parce que c'était pas aussi clair pour moi. Et il faut vraiment bien réfléchir à la stratégie de visa, parce qu'il y a beaucoup d'implications dans la voie qu'on prend. Et il y a beaucoup de choses aussi à faire avant, comme tu l'as bien évoqué. Donc, anticiper. Nous, on a pris la bonne voie, on a pris la voie E2 il y a 10 ans, avec un E2 que j'ai d'abord fait pour moi et ma famille, puisque j'ai déménagé avec ma femme et mes 4 enfants il y a 10 ans. C'était le bon choix parce que ça permettait, d'abord on était éligible puisqu'on venait de créer la société aux États-Unis, on avait une vraie ambition, donc ce n'était pas une manière détournée d'obtenir un visa, donc il y avait une vraie volonté de développer le business et d'investir aux États-Unis. On avait vraiment débloqué un budget pour ça. Ça permet au conjoint de travailler également, donc ça ouvre quand même une voie intéressante pour le conjoint. Et puis, finalement, on a tiré la ficelle du E2 depuis 10 ans, de manière ininterrompue, puisqu'on a beaucoup de Français qui sont venus, et j'y reviendrai, c'est un des éléments clés, des leçons apprises que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Alors, en proportion, ça reste un nombre faible par rapport au nombre d'employés américains qu'on a aujourd'hui, mais au final, on a utilisé le visa E2 dans des dizaines de cas pour des Français qu'on a fait venir, qui sont venus, certains pour 2-3 ans et qui sont retournés en France, pour d'autres qui ont décidé de rester et qui ont pour la plupart réussi à convertir en green card Tout à fait. quand ils l'ont voulu. Donc, je rejoins tout à fait ce que tu disais, que le haut n'est pas la voie forcément royale pour la green card. La passerelle à partir du EB2 fonctionne très bien, puisque je pense que tous ceux qui ont voulu avoir la green card l'ont eu. Et on a eu beaucoup de Français qui sont venus. Voilà, donc je vais essayer, au-delà de la problématique des visas, qui est importante, de partager avec vous quelques leçons apprises de ces 10 dernières années. Juste pour introduire mon profil très rapidement, Isabelle l'a fait, mais j'ai fait une école de commerce il y a bien longtemps en France. Ensuite, j'ai passé 10 ans dans un cabinet de conseil en stratégie et management. J'ai ensuite créé une première entreprise avec 2 autres personnes en 2000, qui était une place de marché Internet dans le domaine de l'environnement, qu'on a eu l'opportunité de revendre en 2002. Et c'est là que j'ai rejoint David, qui a fondé Evalua, qui était un copain de lycée.
pour cofonder avec lui Evalua et qu'on dirige depuis ce temps-là. Alors, si tu peux mettre, Clara, la slide suivante pour juste expliquer ce que fait Evalua. Je vais passer très peu de temps là-dessus parce que ce n'est pas l'objet. Mais juste pour dire qu'on est une entreprise de software, de logiciels, dédiée aux entreprises. Et notre spécialité, notre domaine, c'est la gestion des achats. Et comme toute entreprise achète quelque chose, notre logiciel il peut potentiellement se vendre partout, pour n'importe quelle entreprise, puisqu'on gère tout ce qui est les fournisseurs, les événements de sourcing, les contrats avec les fournisseurs, les commandes, les factures fournisseurs. Maintenant, on a ajouté les paiements. Donc, c'est une solution très riche, très complète, qui s'apparente un peu à un ERP et qu'on a très tôt développé dans le but de devenir un acteur global sur le marché. Slide suivante, s'il te plaît. Pour résumer, j'ai essayé de résumer, vu qu'on a très peu de temps, 20 ans d'Evalua en une slide. Mais pour vous donner quand même les grandes étapes de développement de l'entreprise. Et ensuite, je passerai plus de temps sur les leçons apprises, parce que j'imagine que c'est ce qui vous intéresse le plus aujourd'hui. On a démarré en France, complètement bootstrap. On a levé de l'argent finalement assez tard. On a levé de l'argent pour la première fois en 2010, une fois qu'on avait bien construit notre produit, avec des gros clients français, qu'on était leader en France, qu'on avait quelques touches en Europe. On s'est dit, si on veut faire grandir l'entreprise, en faire un leader mondial, on ne peut pas rester en France, le marché est trop petit, tous nos concurrents sont américains, donc où est-ce qu'on va? Et on s'est posé la question, est-ce qu'on va en Angleterre, en Allemagne, chercher plus de marchés? Et on s'est dit, en fait, l'effort est quasiment le même d'aller aux États-Unis, donc autant faire le grand saut et aller sur le plus gros marché, qui est le marché américain. Donc c'est là qu'on a pris la décision en 2011 d'aller aux États-Unis. On a levé un peu d'argent auprès d'Ardian, pas beaucoup à l'époque. Et puis, il fallait un volontaire pour aller aux États-Unis tenter l'aventure. Donc j'ai décidé d'y aller, avec ma famille. On a un gros mouvement, un gros changement, parce que j'avais 4 filles de 4 à 15 ans à l'époque. Donc c'est quand même un gros changement familial. Un challenge, oui. Voilà. Ça, c'est une première étape. Deuxième étape de l'entreprise, ça a été l'expansion en Amérique du Nord, en gros entre 2012 et 2017. Vous voyez une grosse accélération puisqu'on était à 10 millions de dollars de revenus en 2012 et qu'on est passé à 50 millions de dollars en 2017. Ça, c'est vraiment l'impact du développement aux États-Unis. Alors, ce qu'on ne voit pas, ce que cache un petit peu cette courbe où on a l'impression que c'est une montée linéaire, pas du tout. En fait, c'était un roller coaster je dirais, émotionnel et business avec les 2 premières années assez difficiles, je dois l'avouer, parce qu'en fait, on met du temps à se faire connaître, les cycles de vente sont longs. Je pourrais vous dire aujourd'hui que mes 50 premiers appels d'offres, je les ai perdus. C'est dur pour le moral, il faut s'accrocher quand on passe beaucoup de temps sur des appels d'offres et qu'on perd, non pas parce qu'on a un mauvais produit ou une mauvaise offre, mais on perd parce qu'on vous dit « ouais, mais vous êtes trop petit, est-ce que vous serez toujours là dans 3 ans ?» Nous, on s'appelle Whirlpool ou General Motors. On vous aime vraiment bien, mais on ne peut pas se permettre de partir avec vous. Bon. Donc ça, au bout d'un moment, on a réussi à le craquer. Je pourrais passer 1 heure rien que sur ce sujet-là, sur comment convaincre les premiers clients, qui est le plus important, parce qu'une fois que la boule de neige commence à s'amorcer, ça va très vite. Le plus difficile, c'est l'amorçage, et c'est d'obtenir les 3-4 premiers clients qui vont être vos références et qui vont être vos champions. Et il y a un certain nombre d'ingrédients clés et de choses à faire pour y arriver. On n'aura pas le temps de les aborder ici, mais ça sera avec plaisir que je pourrai partager ça avec vous. Donc, cette deuxième étape, au final, elle a été très positive après 2 années de démarrage dur, puisqu'on a eu une grosse accélération, on est arrivé à 50 millions en 2017. La troisième phase de la société, ça a été entre 2017 et 2020, où là aussi, on a relevé de l'argent auprès de KKR, cette fois-ci, une beaucoup plus grosse somme, donc un private equity américain, 70 millions de dollars de levée de fonds, où là, vraiment, le but, c'était de l'expansion internationale. C'est-à-dire que là, on avait
un gros succès en France, un gros succès aux US. Donc, on avait quelque part un playbook, une recette, entre guillemets, pour rentrer dans un nouveau pays. Et c'est à partir de là où on a décidé de s'étendre au Canada, en Amérique latine, en Asie. Et tout ça à partir des US. On ne l'a pas fait à partir de la France, on l'a fait à partir de Evalua Inc. Et donc, on a dirigé l'expansion dans ces pays-là à partir de là. On a aussi pas mal accéléré en Europe, sur des pays où on n'était pas encore, en Angleterre, en Allemagne, dans les pays nordiques, en Italie, au Middle East, au Moyen-Orient. Et c'est là que vous voyez une autre accélération, avec encore un doublement du revenu entre 2017 et 2020, et où on a passé la barre symbolique des 100 millions de revenus, qui est pour le monde du software une barre symbolique en termes de scalability qui est assez intéressante. Et là, je dirais que depuis l'année dernière, on est rentré dans une 4e phase qui correspond encore à une autre maturité de l'entreprise, où on est vraiment dans de la croissance, de sécuriser de la croissance à long terme et je ne sais pas le dire en français, scaler, mettre à l'échelle, développer l'échelle de l'entreprise sur toutes ses fonctions. Donc, c'est créer des couches de management, de middle management, c'est créer des fonctions dont on n'avait pas besoin avant et dont on a besoin maintenant, comme des fonctions de sales ops, de sales enablement. Bref, c'est toutes des fonctions de support, d'enablement, de training qui deviennent utiles quand on commence à avoir des grosses équipes. On a une équipe sales de 100 personnes. Et on ne gère pas une équipe sales de 100 personnes comme on gère 5 personnes comme on l'avait au début, où on pouvait les gérer en direct. Moi, je les suivais au quotidien presque tous les jours. Quand on en a 100, ça ne marche plus. On a besoin d'autres structures et d'autres fonctions support. Donc voilà, en gros, pour cette aventure qui est loin d'être finie. Qui est loin d'être finie. On a la chance d'être sur un marché qui est extrêmement grand, qui est très dynamique et où on est maintenant dans les 3 leaders mondiaux. Et on est reconnu parmi les analystes Gartner, etc., comme des leaders sur notre marché. Et donc ça nous aide beaucoup maintenant aussi en termes de marketing pour continuer notre expansion. Donc l'aventure, je ne dirais pas ne fait que commencer, parce que ça fait quand même 20 ans, mais je dirais que dans une société, une boîte qui grossit tous les ans de 30, 40, 50%, ça dépend des années, c'est presque un renouveau chaque année. Parce qu'on recrute beaucoup. On est 700 employés. Là, si je regarde notre budget de l'année prochaine, je pense qu'on a 300 postes ouverts. Donc, quand vous recrutez 300 personnes au niveau mondial, c'est un nouveau challenge. Il faut intégrer les gens. Il faut garder le challenge de maintenir la culture et les valeurs de l'entreprise. Et donc, je dirais qu'on est tout sauf dans de la routine. Et c'est ce qui fait l'intérêt du job et l'intérêt de cette aventure. Et d'ailleurs, Daniel, tu parles de culture. Qu'est-ce que tu peux justement nous spécifier par rapport à cet aspect? Est-ce que tu penses que la culture, c'est une clé de la réussite justement d'un entrepreneur qui vient aux États-Unis et de quelle façon ça va s'intégrer? Voilà, les cultures vont s'intégrer. Merci de poser cette question. Je pense que c'est un très bon point qui est clé pour la réussite d'une French Tech, d'une entreprise de tech aux États-Unis. Je dirais qu'il y a 2 écueils à éviter et vous comprendrez le lien avec la culture. Le premier écueil, c'est d'essayer de refaire une boîte française aux États-Unis. Parce que ça a ses limites. D'abord parce que quand vous vendez à des clients américains, ils veulent voir des Américains et ils veulent voir des modes de fonctionnement à l'américaine. Et je dirais qu'il y a des fonctions où on ne peut pas se louper, les fonctions de vente, la manière de vendre ou la manière de faire du marketing. D'abord, il faut reconnaître que les Américains sont plus forts que les Européens et que les Français là-dessus. Donc, nous, on a beaucoup appris, on a beaucoup renvoyé de bonnes pratiques américaines vers l'Europe en termes de vente et marketing. Donc, ça, c'est un premier point qui est très important. En termes de culture, je dirais que donc, premier écueil, je disais, ne pas faire une boîte française, mais il ne faut pas faire non plus une boîte pure américaine. Mm-hmm. Ça, c'est extrêmement important aussi, parce que sinon, on peut rapidement perdre ses valeurs, rapidement perdre ce qui a fait le succès finalement d'Evalua en France. Et donc,
la manière dont on a résolu ces deux écueils, c'est finalement de créer une double culture, et je dirais même une culture globale aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a globalement à peu près un tiers de nos gens qui sont en France, un tiers aux États-Unis et un tiers en Inde, parce qu'on a un gros pôle offshore en Inde. Et donc, finalement, la culture d'Evalua, c'est une culture globale qui est un mélange des trois. Et on a essayé de prendre le meilleur des trois, évidemment. Et quand je parlais de marketing et sales aux États-Unis, c'est le point fort au niveau des États-Unis. Donc, on a plutôt pris nos leaders, notre CMO, on l'a pris aux États-Unis. On a plutôt pris nos managers et on a développé nos équipes plutôt aux États-Unis là-dessus. Par contre, la partie engineering, il se trouve qu'en France, on a de très bons ingénieurs. On a historiquement notre R&D qui est là-bas. On a une très bonne rétention de nos ingénieurs, très bonne qualité d'ingénieurs. Donc, on a vraiment focalisé la R&D et le produit en France, ce qui est d'ailleurs pas un problème pour les Américains, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ils le voient même comme un plus parce qu'on explique que très tôt, on a dû se confronter en Europe à des clients dans des pays différents, avec des législations différentes, avec des besoins différents, contrairement au marché américain où c'est beaucoup plus homogène. Et donc, on a dû finalement apprendre à amener beaucoup de flexibilité dans notre produit et notre plateforme. Et on en a fait notre principal différenciant sur le marché aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on est arrivé en disant on a un produit qui est plus profond que nos concurrents américains et on a un produit qui est plus flexible. Et donc, vous, grands clients américains, vous ne voulez pas un produit très simpliste, simplissime, où vous allez devoir adapter vos process au produit. Vous avez besoin d'un produit qui s'adapte à vos process parce que vous avez une vraie maturité dans vos process achats. Et c'est ça qu'ils ont beaucoup apprécié. Voilà sur l'aspect culture. Je dirais, en termes de leçons apprises, parce que je vois que l'heure tourne et je ne veux pas monopoliser trop longtemps la parole, j'ai essayé de résumer 5 ingrédients clés qui me paraissent importants à considérer pour que ce soit un succès. Le premier, c'est qu'il faut que vous ayez un produit différenciant. Je l'ai dit, vous arrivez aux États-Unis, vous arrivez avec des handicaps. Vous êtes petit, vous êtes inconnu, vous êtes français. Donc, il faut que vous ayez une vraie réflexion sur quel va être mon différenciant produit, comment je vais accrocher des nouveaux clients, qu'est-ce que j'apporte de différent comme disruption sur le marché par rapport à d'autres produits. Donc, ça, c'est le premier point. Une fois que vous avez ça, je dirais, vous n'avez pas gagné la partie, mais tout le reste, c'est plus de la mécanique. Si vous avez un vrai différenciant produit, pour moi, vous avez les fondations pour réussir aux États-Unis. Après, il y a des choses à faire bien ou des erreurs à éviter. Je dirais qu'après, c'est plus de la mécanique. Le deuxième point clé, c'est qu'il faut se dire que le succès, il n'est pas immédiat. Ce n'est pas en 3 mois que vous allez percer. Ça prend du temps. Il faut compter, je dirais, 18 mois. Si au bout de 18 mois, 2 ans, vous n'avez aucun client, ça n'accroche pas, vous n'arrivez pas à gagner de premier client, là, ce n'est pas un bon signe et c'est peut-être le signal que ça ne marchera pas et qu'il ne faut pas insister. Mais il faut quand même se donner les moyens pour y arriver. Donc, il faut quand même persévérer 18 mois, 2 ans et il faut être prêt à dépenser 2 à 3 millions de dollars pour lancer une société sur place, recruter une première équipe. Je dis toujours la règle d'or, c'est il faut un carré au début de personnes, il faut 4 profils pour démarrer, il faut un sales, il faut un pre-sales, il faut un exécutif qui vient de France et il faut une personne pour le marketing et qui fait du lead generation en même temps. Une fois que vous avez ça, vous avez les fondations pour démarrer, pour vous faire connaître sur le pays et pour accrocher les premiers clients. C'est le deuxième point. Le troisième point, c'est il ne faut pas sous-estimer l'importance d'envoyer un des cofondateurs ou un top exécutif de la société qui connaît bien, qui n'est pas récent dans la société, qui incarne la culture, qui va pouvoir recruter les bonnes personnes, qui va pouvoir rapidement former les Américains que vous allez employer au début. Et donc, il ne faut pas sous-estimer aussi l'importance pour les premiers clients que vous allez avoir d'y aller avec la carte de visite founder, co-founder, CEO, CEO, un top exécutif de la société, parce qu'il faut quand même se mettre à leur place. Ils prennent un risque en allant avec vous. Ils prennent un risque parce que vous n'êtes pas le gros acteur américain qui est déjà leader dans le Gartner. S'ils y vont, c'est qu'ils croient en vous, c'est qu'ils croient au destin de votre entreprise, ils croient à votre produit, c'est des early adopters et ils vont être prêts à y aller
si vous vous mettez aussi un commitment personnel de réussir leur projet et de réussir le déploiement du logiciel avec eux. Et ça, il n'y a qu'un exécutif qui est là de longue date qui peut le faire parce qu'il porte l'histoire de l'entreprise et il peut committer beaucoup plus fortement au nom de l'entreprise qu'un sales, qu'un VP Sales, même que vous allez recruter aux États-Unis, qui est là depuis 6 mois et qui ne sait pas grand-chose de vous. Le quatrième point, c'est l'importance des références clients. Je l'ai un peu évoqué tout à l'heure. Il va falloir préparer à venir aux États-Unis, alors si possible avec des premières références américaines, mais nous, on n'en avait pas, on ne pouvait pas le faire. Donc, on a, comme je vous l'ai dit, on a beaucoup perdu à cause de ça, jusqu'au moment où on a trouvé le déclic. On a fait venir un directeur achat français qui parlait très bien anglais. Il était dur à trouver, mais on l'a trouvé. Et on a dit à cette personne, écoute, on a vraiment besoin de toi. On connaissait très bien ce CPO, ce directeur achat. J'ai dit personnellement, j'ai besoin que tu viennes aux États-Unis, que tu rencontres 8 de mes prospects, où je suis en phase finale, mais je bloque sur la référence client. Et donc, voilà, j'ai organisé un voyage où cette personne est venue, a fait un peu le tour des États-Unis, a vu nos 8 clients. Et la manière dont je l'ai fait, c'est que cette personne les a vus en one-to-one. Je n'étais même pas dans les rendez-vous. Je lui ai dit, je te laisse parler, tu dis ce que tu veux. Partage juste ton expérience avec Evalua et pourquoi tu as choisi Evalua. Et ça faisait la 3e compagnie où elle choisissait Evalua. Donc elle l'avait fait 3 fois déjà, elle avait 3 expériences. Et elle l'a fait, et guess what? On a gagné 7 des 8 contrats et prospects finaux. Et je peux vous dire on commençait à sentir le roussi, puisqu'on était au 20e mois, et avec ma femme, je disais, voilà, si on ne sort pas 1 ou 2 clients dans les 3 mois qui viennent, on rentre. On n'a pas le choix. Voilà. Donc, ça s'est passé, et ça a parfois un petit déclic, une petite idée qui peut changer le destin d'une société. Voilà. Et le 5e élément, j'en ai parlé, c'était ta question, Isabelle, c'est vraiment la double culture. N'essayez pas de reproduire la France. N'essayez pas non plus de devenir pur américain en reniant vos origines et vos valeurs et votre culture française. C'est une culture globale, ça prend du temps et de l'énergie à expliquer en interne, parce qu'il y a quand même des grosses différences culturelles qui existent entre des Français et des Américains et des Indiens. C'est des cultures différentes, des valeurs différentes. Mais avec du travail, on arrive quand même à avoir un set commun de culture. Et bon, il y a besoin aussi de training qu'on a besoin de faire de temps en temps. Je prendrai juste un exemple, un off-site où on était autour de la piscine, et après une soirée où les Français s'amusaient à se pousser dans la piscine. Bon, en tant que Français, ça ne choque pas, je trouve ça plutôt marrant. Voilà. Après, moi, je me suis retrouvé avec des plaintes RH des Américains qui ont dit « Ah, c'est complètement inappropriate ». Voilà. Donc, c'est des choses comme ça où on a appris avec le temps. On a aussi expliqué en interne, voilà, il y a des choses qui peuvent être culturellement acceptables en France, qui ne le sont pas en Inde ou qui ne le sont pas aux États-Unis, et vice-versa. On a expliqué aux Américains qu'en France, voilà comment ça fonctionne. Et voilà, et c'est un travail de tous les jours. Et finalement, en brassant, et c'est l'important, je conclurai avec ça, avec l'importance des visas, c'est aussi en brassant les équipes qu'on arrive à ça. C'est qu'on a fait venir beaucoup de Français qui ont brassé avec les équipes américaines, donc qui ont pu quelque part transmettre aussi leurs valeurs, et qui sont aussi revenus en France avec des choses bien qu'ils ont vues aux États-Unis. On a aussi beaucoup de collègues d'Inde qui viennent. On a fait beaucoup de visas, pas des E2, des H1B, etc., avec des collègues indiens pour venir aux États-Unis. Donc, je dirais que c'est aussi ce brassage des compétences et des cultures qui fait qu'on arrive à un socle commun qui marche plutôt bien. Mais voilà, il faut rester vigilant, il faut expliquer, il faut former. Et la culture, de toute façon, c'est quelque chose qui bouge en permanence, ce n'est pas quelque chose qui est figé. Donc, on continue aussi à ajuster et à revisiter nos valeurs et notre culture régulièrement.
Eh bien, bravo Daniel, très belle réussite et merci de ton insight, de partager ces éléments clés en fait et je pense qu'ils vont être extrêmement utiles pour tout entrepreneur ou exécutif qui nous écoute aujourd'hui. C'est vrai que cet aspect pratique, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément lire et que voilà, qu'on ne peut que partager par expérience en fait. Donc, oui, Isabelle, que j'ai oublié de dire qui est important. bien sûr. Et vu de France, et honnêtement, moi j'avais la même impression, hein, ça paraît Oui. très compliqué, presque infaisable, et on se dit waouh, aller aux États-Unis, on va se retrouver avec tous les gros concurrents américains, et ils sont plus forts que nous, etc. Bon, en fait, il faut vraiment se décomplexer, Oui. parce que les Américains, ils sont bons dans certains domaines, mais il y a des domaines où ils sont Oui. dans le domaine de l'entreprise où ils sont beaucoup moins bons que les Français, et qu'à partir du moment où on a un bon produit, Oui. il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Et si vous déroulez un plan qui est bien structuré, bien financé, et que vous développez vous ajoutez les bons ingrédients, c'est une recette qui quand même marche plutôt bien, et pas qu'avec Ivalua. Il y a maintenant pas mal d'entreprises Oui. qui ont très bien réussi aux États-Unis. Donc, c'est faisable. N'ayez pas de complexe. Ayez une ambition forte. Visez haut. Je ne dis pas que ça va être une courbe comme la flèche que vous voyez linéaire. Hein. C'est un roller coaster. Vous allez avoir des moments de doute, de désespoir, de grand espoir, d'excitement, d'enthousiasme. Voilà, ça fait partie de l'aventure. Il faut être prêt. Mais si à partir du moment où vous avez vraiment un bon produit qui est disruptif, pour moi, ça vaut vraiment la peine de se poser la question de l'aventure américaine. Parfait. Ben, écoute, merci beaucoup. Je reviendrai vers toi pour le mot de la fin et je vais passer la parole à Clara qui va nous donner un petit peu justement l'aspect plus pratique. Voilà, comme toi, Daniel, qui a pu faire venir des employés pour faire ce mélange d'équipes qui a été très enrichissant et contribué au succès aussi de la compagnie. Clara, est-ce que tu peux nous donner un petit peu justement un point pratique pour voilà, les entrepreneurs ou leurs employés qui souhaiteraient venir justement contribuer à un futur succès aux États-Unis? Oui, avec plaisir. Merci Daniel encore. Je vais vous parler surtout en fait de la pratique récente parce que c'est vrai qu'on a souvent pas mal de questions avant Covid et après Covid, comment ça se passe maintenant. Et donc, le premier point que je vais aborder, c'est en fait, depuis le 8 novembre, la réouverture des frontières. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce qu'on peut envisager en fait un retour à la normale au niveau des demandes de visa, au niveau des renouvellements de visa, etc. Et donc, que signifie en fait cette proclamation? Donc, cette proclamation, en fait, concrètement, elle autorise l'entrée à nouveau par avion des non-citoyens, des non-immigrants qui sont entièrement vaccinés. Et donc, elle parle de fully vaccinated travelers. Et qu'est-ce que ça signifie? On a souvent cette question, puisque par exemple, en France, on autorise en fait à avoir un pass sanitaire si jamais on a eu le Covid et seulement une dose de vaccin. Mais est-ce qu'on qualifie en tant que fully vaccinated pour les États-Unis? Et la réponse, malheureusement, c'est que ce n'est pas le cas. Pour être considéré complètement vacciné aux États-Unis, donc selon le CDC, il faut donc premièrement soit avoir été vacciné et avoir attendu 2 semaines après la deuxième dose de vaccin pour un vaccin où on doit recevoir 2 doses, ou bien attendre 2 semaines après la réception d'une dose pour un vaccin à dose unique, tel que le Johnson & Johnson. Et donc, ce critère de vaccination ne s'applique pas aux citoyens américains, aux résidents permanents et aux personnes voyageant avec un visa immigrant, donc aux personnes qui vont bénéficier d'une carte verte. Mais cependant, ce n'est pas lié au fait qu'il faut toujours un test Covid négatif pour toute personne, même si l'on est vacciné, pour venir sur le territoire américain, donc directement. C'est toujours demandé, que ce soit donc pour les personnes soumises à cette proclamation ou pour les citoyens américains, ainsi que les résidents permanents et également les personnes qui voyagent en fait avec un visa immigrant. Si vous ne remplissez pas ces conditions, quel que soit votre âge, donc comme je le disais, vous n'êtes pas considéré complètement vacciné et vous ne pourrez pas en fait venir directement aux États-Unis sans bénéficier par exemple d'une exemption ou autre exception que je mentionnerai brièvement mais qui sont très restreintes.
Pour les preuves de vaccination ainsi que les documents acceptés à l'aéroport et à la frontière donc des États-Unis, c'est quelque chose d'assez détaillé, mais je vous enverrai un mémo sur le sujet pour savoir quels documents sont acceptés. Souvent, ce sont les compagnies aériennes qui définissent également quels documents sont acceptés, puisque ça peut un petit peu varier, mais c'est aussi assez général. Et le CDC a donné des guidelines aux compagnies aériennes qui les suivent lorsque vous êtes à l'aéroport pour board l'avion, je ne trouve pas mes mots. Et ensuite, pour parler rapidement des exceptions, les enfants, par exemple, de moins de 18 ans, si vous venez aussi pour des essais cliniques, si vous avez des contre-indications et également certaines exceptions humanitaires et d'urgence, n'ont pas besoin d'être fully vaccinated donc pour venir aux États-Unis. Mais encore une fois, c'est assez restreint et en général, peu de personnes qualifient pour des exceptions, notamment essais cliniques, exceptions humanitaires et d'urgence, etc. Je vous invite à vous renvoyer au mémo que l'on partagera après le webinaire. Comme ça, vous aurez toutes les informations nécessaires. Donc, la chose importante pour clôturer sur cette proclamation à se souvenir, en fait, c'est que oui, même si on est vacciné, avant d'embarquer sur un vol à destination des États-Unis, toute personne doit présenter un test Covid négatif et les critères de ce test dépendent en fait du statut vaccinal. Donc, si vous êtes complètement vacciné, il faut une preuve de vaccination et un résultat négatif au test Covid qui a été pris 3 jours avant le voyage. Si jamais vous n'êtes pas complètement vacciné, il faut un résultat de test Covid négatif qui a été effectué pas plus d'1 jour avant le voyage. Et enfin, pour les enfants de moins de 2 ans, il n'y a pas besoin de se faire tester. Voilà, pas du tout. Il n'y a pas besoin de ce requirement. Au niveau donc, du deuxième point que je voudrais aborder pour la pratique, c'est les procédures et les délais pour le visa processing. Où on en est justement depuis que l'on peut revoyager lorsque l'on est vacciné. Est-ce que le process est revenu à la normale? Est-ce qu'on voit encore en pratique des retards pour la délivrance de visa, pour les renouvellements? Et il faut donc séparer la procédure consulaire et la procédure avec l'USCIS. Donc, pour les consulats américains, et notamment celui de Paris, puisque je pense que les personnes qui nous regardent sont majoritairement françaises ou toutes françaises et passent par le consulat à Paris. Donc, le consulat a repris ses Routine Visa Services, ses services de routine. Il y a cependant peu de rendez-vous disponibles, et on l'a observé en pratique et on l'observe toujours en ce moment. Et les premiers rendez-vous de manière générale sont pour le printemps 2022. Donc, c'est important d'anticiper. Si jamais on envisage de venir avec un visa, de démarrer la procédure le plus rapidement possible, de remplir son formulaire DS-160 afin de pouvoir prendre ce rendez-vous et entrer en fait dans cette file d'attente qui permet d'avoir un rendez-vous au consulat pour récupérer son visa stamp. Il y a toujours cette possibilité d'expedite appointment, qui est en fait le rendez-vous d'urgence, même si c'est devenu plus strict depuis justement la levée du travel ban, puisque beaucoup plus de personnes maintenant peuvent voyager et il faut montrer encore plus un critère d'urgence pour pouvoir bénéficier de ce expedite appointment. Il y a également un point intéressant à soulever qui est la possibilité, si vous l'avez et si vous êtes OK d'aller chercher un visa en dehors donc, de la France et non pas à Paris. Certains consulats donc, américains, tels que par exemple celui de Francfort en Allemagne, ont repris leur Routine Visa Services de manière beaucoup plus normale que celui de Paris, qui est encore un petit peu long, puisque comme je l'ai mentionné, les premiers rendez-vous sont pour la mi-2022. Et donc, auprès de ces consulats tels que celui de Francfort, il est possible de tenter et de faire une application pour récupérer un visa plus rapidement via le rendez-vous classique. Ça, c'est toujours intéressant de l'envisager si vous en avez la possibilité. Ensuite, au niveau de la procédure USCIS, donc l'USCIS n'a jamais vraiment stoppé en fait ses services de routine tout au long de la pandémie. L'USCIS était toujours en fonction. Cependant, bien sûr, il y a eu beaucoup de retard qui s'est observé en pratique, notamment pour les demandes de permis de travail. Et on a une question tout à l'heure sur le sujet et je vais y venir très bientôt, puisque ces permis de travail, en général, mettent entre 3 et 5 mois à être délivrés.
Et là, en ce moment, on observe en pratique une attente de plus de 6 mois, ce qui est assez long lorsqu'on a un job ou que l'on voudrait travailler dès que l'on arrive et qu'on n'en a pas la possibilité. Il en est de même un petit peu pour les procédures de visa immigrants ou non immigrants, donc carte verte ou visa de travail. Les délais classiques sont également rallongés. Donc, si vous en avez la possibilité via le type de visa que vous effectuez, prenez le premium processing, puisque c'est vrai que sinon, il y a énormément d'attentes pour avoir un approval. On a vu plus de 9 mois des fois pour certains types de cartes vertes, telles que les cartes vertes EB1. Et donc, le Premium Processing permet d'avoir une réponse sous 15 jours, ce qui est une grosse différence, 15 jours et 9 mois. Et enfin, pour finir, donc, je parlais justement de ces backlogs avec l'USCIS et également avec les permis de travail. Et donc, c'est cette question-là que l'on a eue tout à l'heure et que je vais aborder maintenant. On a eu récemment une décision très intéressante et très importante pour les époux des détenteurs de visa E2 et L2, puisqu'en fait, ce settlement de l'USCIS fait que maintenant, l'USCIS considère que les époux de ces détenteurs de visa E et L, donc les L2 et les E2 dependent, sont autorisés à travailler en raison de leur statut. Et ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'il n'y aura plus besoin de demander un permis de travail lorsque l'on arrive aux États-Unis afin de pouvoir travailler légalement sur le territoire américain. Donc, c'est bien sûr une grosse différence, surtout avec les backlogs en ce moment. Il faut cependant attendre l'implémentation de la décision par l'USCIS et le DHS. Ce n'est pas encore à place, donc attention, en ce moment, il faut toujours avoir ce permis de travail et donc faire la demande d'EAD. Et afin que la décision, justement, soit effective, l'USCIS doit avant tout refléter le changement, en fait, sur les formulaires I-94, afin d'y faire apparaître la distinction entre les E2 spouse et les E2 children, donc les enfants et les époux, et il en est de même pour les L2, puisque les époux sont autorisés à travailler de par leur statut, mais pas les enfants. Donc, il faut voir cela sur le I-94, ce qui permettra ensuite de donner à son employeur plus en fait son permis de travail, puisqu'on n'en aura plus besoin, mais le I-94 qui reflète bien qu'on est un E2 spouse ou un L2 spouse, ainsi que son passeport, et cela suffira pour pouvoir commencer à travailler légalement sur le territoire américain. Et d'ailleurs, Clara, juste pour préciser, le I-94, c'était le petit papier blanc qu'on avait à l'époque dans l'avion et qui est devenu un formulaire électronique. Et le I-94, c'est ce qui indique le statut aux États-Unis, en fait. On a le visa qui est le titre de voyage qui vous permet de rentrer aux États-Unis. Mais une fois que vous êtes aux États-Unis, c'est le I-94 auquel il faudra toujours se référer, qui va vous donner la date d'expiration et votre statut aux États-Unis. Voilà, c'était juste une précision sur le I-94. Oui, c'est toujours important de le mentionner parce que c'est vrai que ça peut être un petit peu confus puisqu'on voit souvent la date d'expiration sur notre visa, mais le I-94 dirige notre statut légal. Donc, vous pouvez avoir un visa expiré, mais être autorisé à toujours travailler légalement sur le territoire américain si votre I-94, en fait, montre un stay qui est autorisé jusqu'à un certain temps. Voilà, et ensuite, dernière petite précision, il restera cependant possible de faire une demande de permis de travail, même si lorsque la décision sera implémentée, en fait, il n'y en aura plus forcément besoin pour travailler, mais ça restera une possibilité. Et l'USCIS ne devrait pas implémenter cette décision après la mars 2022, pour vous donner un petit peu une idée au plus tard de quand cela devrait être en fait en place. Très bien. Merci Clara. Tu avais autre chose à préciser? Je pense que c'est tout pour les points pratiques. Parfait. Pour les dernières minutes. Parfait. Romain, est-ce qu'il y a des questions? Oui, on a quelques questions. Je crois que Clara avait répondu aussi. Oui, alors je ne pas une, mais je crois qu'on en a une autre. Oui, pardon Romain. On en a une autre, oui. Juste avant que je réponde à cette question, je sais qu'on a fait une longue conversation, donc ça fait déjà 59 minutes qu'on est en direct. Donc, si Audrey, Barbara, Bouchra, Céline, Charlotte, Denis, Didier, Emmanuel, Gauthier, Ingrid, Jessie, et je ne vais pas continuer parce que la liste est longue, si vous nous écoutez encore, c'est le moment de poser vos questions. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez lever la main et comme ça, on peut vous entendre.
ou vous pouvez juste l'écrire dans le Q&A et puis je la lis à Isabelle et Clara. Donc, on a une question de Stéphane. Comment cela se passe pour le test si on a eu le Covid récemment? Risque-t-on, du coup, on risque d'être positif au test, même si on n'est plus contagieux. Donc, ça veut dire en gros qu'on ne peut pas voyager, c'est ça? Oui, complètement. Dans tous les cas, il faut avoir avec nous un test Covid négatif. Donc, même si on n'est plus contagieux, ce n'est pas ce qui les importe. À l'aéroport, il faut montrer que c'est négatif. Voilà. Parfait. Top. Je crois qu'on n'a plus d'autres questions. Donc, je pense que c'était très clair. En même temps, je pense que ça l'a été vraiment. Merci d'avoir pris le temps. Du coup, ça va nous permettre de finir à l'heure, ce qui est quelque chose de très, très bien. Voilà, on essaie de promettre qu'on ne dépasse jamais les 60 minutes tous les mardis. Donc, on va pouvoir vous laisser continuer votre journée. Et puis, bien entendu, voilà, on a Audrey qui nous dit merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci Audrey. Et bien entendu, si vous avez besoin des contacts d'Isabelle ou Clara, vous allez recevoir un petit email de leur part et vous aurez aussi un email avec le replay de cet enregistrement. Donc, vous pourrez prendre contact directement avec elles pour tout besoin. Il y a Yannick aussi qui nous remercie. Merci Yannick. Parfait. Voilà. Voilà. En tout cas, pour les mots de la fin, eh bien, s'agissant des clés de la réussite avec l'outil immigration, eh bien, c'est d'anticiper toujours cette démarche. Et pour reprendre les mots de Daniel Hamzalag, eh bien, c'est Viséo. Et comme il l'a dit, don't be afraid to go to the US. C'est le bon moment pour attaquer ce marché américain. Voilà, merci beaucoup Romain. Merci à vous tous voilà, qui nous avez écoutés. Romain, je crois qu'il y aura un replay, c'est ça Oui, voilà. Donc, ce sera en replay sur LinkedIn, puisqu'aujourd'hui, on a réussi à être en live sur LinkedIn. Fantastique. Sur Facebook et sur YouTube. Et bien entendu, ça passe dans les prochaines newsletters de French Morning pour ceux qui sont abonnés à la newsletter. Eh bien, voilà, merci à tous. Merci Ingrid. Bonne journée à tous. À bientôt sur French Morning. Au revoir. À bientôt. Au revoir.